Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le prix de l'excellence de la Chambre de commerce des États-Unis décerné au président Macky Sall, une distinction qui sanctionne ses efforts dans la promotion des opportunités d'affaires au Sénégal, mais aussi son leadership dans l'espace CEDEAO. Dans la série Santé, on s'intéresse ce soir au secteur privé de la santé. On y dénombre près de 4000 établissements. Se pose ainsi le débat sur le contrôle de ces structures. On fera également un focus sur le recrutement des agents de santé. En sport, Russie 2018 éliminatoire, les Bafana ont battu les Lions du Sénégal ce samedi 2-1. Les temps forts du match à revivre dans ce journal. Dans le rétroviseur de ce 20h, Djibril Makouba, surnommé Billy Boy. Depuis le premier film qu'il a porté à l'écran en 1992, le personnage a joué plusieurs rôles dans d'autres films. Qu'est-ce qu'il devient depuis le temps qu'il n'est plus sous les projecteurs? La réponse dans la rubrique rétroviseur. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Après avoir rencontré le conseil d'administration, le président Macky Sall a fait face du FMI en présence de la directrice générale Christine Lagarde, un dialogue auquel a pris part le staff de la Banque mondiale. En abordant la question de l'émergence économique, le président Macky Sall a fait un plaidoyer pour le renouveau du chemin de fer en Afrique. Envoyé spécial Oumar Nyinga. Dans un format plus convivial, le président de la République fait face au staff du FMI. La rencontre élargie au personnel de la Banque mondiale porte sur la politique d'émergence du Sénégal. C'est une Christine Lagarde très impressionnée qui lance le dialogue. Le Sénégal est un pays riche de promesses, qui a connu au cours des 30 dernières années des épisodes de croissance forte, supérieure parfois à 6%, mais qui présentait l'inconvénient de durer 3 à 4 ans pour retomber ensuite à des taux inférieurs. Donc cette situation n'a pas permis au Sénégal d'émerger rapidement comme, bien sûr, les autorités l'auraient souhaité, comme l'escomptait la population. Et vous avez dans ces conditions, après une expérience ministérielle variée, approfondie dans différents domaines, décidé de mettre en œuvre ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent. Quelles seront les clés de cette dynamique de croissance forte pendant une période durable permettant d'atteindre les objectifs de l'émergence que vous avez fixés? On a vu que notre économie avait des vulnérabilités, qu'au niveau également du cadrage macroéconomique, il y avait des efforts encore à faire. Et nous avons essayé par une discipline budgétaire d'abord de travailler à l'atteinte des objectifs fixés pour les règles de convergence. Le diagnostic a été fait aussi sur l'état réel du pays. Et grâce à une série de tournées qui m'a pris 3 années et plus de 80 000 kilomètres à l'intérieur du Sénégal, c'est 2 fois le tour du monde. J'ai vraiment touché du doigt la réalité, 80 000 kilomètres, la réalité du pays profond. L'absence d'infrastructures sociales, l'absence du minimum. Donc il fallait inverser la tendance, il fallait revoir la manière dont le budget était distribué. Un projet ambitieux, on l'a dit, émergence au bout de 20 ans et une croissance soutenue autour de 7%, la maintenir stable, maîtriser bien entendu les autres aléas liés un peu au cadrage macroéconomique. Nous avons identifié des secteurs moteurs qui portent la croissance, après un diagnostic approfondi. Ces secteurs, c'est d'abord l'agriculture et l'agro-business, l'agro-industrie qui suit. Et dans l'agriculture, avec l'ambition que j'ai eue, nous sommes en train de passer vers des productions importantes que le Sénégal n'avait plus connues depuis très longtemps. Sur l'arachide, par exemple, l'année dernière, nous avons dépassé la barre de 1 million de tonnes. Cette année, nous espérons avoir la même production arachidière. Sur le riz, nous avons fait le pari d'être autosuffisants en 2017. Alors, ça, ce sont les secteurs porteurs de croissance et moteurs également d'emploi, l'agriculture, l'habitat, le tourisme qu'on est en train de restructurer
les technologies de l'information et de la communication, le secteur des télécoms qui va aussi voir une nouvelle réforme, c'est l'infrastructure, les routes, les pistes. À travers le PSE, le président de la République engage donc un vaste chantier qui touche tous les secteurs. Christine Lagarde sait par exemple la forte préoccupation qu'il a pour le renouveau du chemin de fer. Je fais un plaidoyer ici, devant le Fonds et devant la Banque mondiale. Nous ne pouvons pas développer l'Afrique sans chemin de fer. Il faut quand même que cela soit clair. Or, malheureusement, sur ce chapitre, il faut reconnaître que les gens ils sont frileux. Peut-être c'est capitalistique, mais nous n'avons pas l'écho qu'il faut. On va nous dire, oui, il faut réhabiliter votre chemin de fer qui date de 1920. Ça, nous l'avons refusé. Franchement, nous voulons nous tourner vers l'avenir. Nous ne pouvons pas retourner à des chemins de fer qui datent de 1920 et de couper des sections pour mettre d'autres. Ce n'est pas possible, ce n'est pas conforme à notre ambition d'aujourd'hui. Mais on doit nous accompagner. Ce n'est pas du luxe, c'est pour l'économie. Parce que nous devons rendre notre croissance durable. C'est un chemin de fer qui relie, c'est pas seulement le Sénégal, c'est aussi... Dakar-Bamako, qui a été fait d'ailleurs par la France à l'époque, mais qui devait aller jusqu'au Niger. C'était le Dakar-Bamako-Niger. Et en 1922 déjà, il a été fait jusqu'à Bamako, sur 1200 km. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables, 90 ans après, de réhabiliter de façon convenable ou de construire un nouveau chemin de fer pour assurer le transport des marchandises. Et donc, ce chemin de fer, moi, je continuerai à le défendre partout. Et s'il faudra, en tout cas, le financer nous-mêmes, évidemment, c'est lourd, nous le ferons, mais nous le ferons. Parce qu'il y va de l'avenir de notre économie. L'évasion fiscale est un autre centre d'intérêt. L'engagement du président Sall contre le phénomène est connu. Le FMI entend l'accompagner dans ce combat. Vous avez raison, c'est une question qui est fondamentale, surtout dans une logique de mobilisation de la ressource locale. Ce que je vous promets en tout cas, c'est qu'on sera attentifs ensemble à vérifier, si vous nous le demandiez dans des missions d'assistance technique, et de manière générale en collaboration avec les autres institutions internationales, s'assurer que les problématiques de pays à bas revenus, surtout quand elles ont un cadrage macroéconomique sérieux, respecté et des ambitions de développement, que ces intérêts-là soient pris en compte. L'échange était à la hauteur des attentes. L'intervention du président Macky Sall, brillante, à la grande satisfaction de Christine Lagarde et de ses collaborateurs. Monsieur le Président, vous êtes impressionnant. Hein. Si je peux vous demander de remercier le Président Sall pour sa disponibilité par un baiser. Merci beaucoup. Je le disais en titre, la Chambre de commerce des États-Unis a décerné au président Macky Sall le prix de l'excellence pour son leadership exemplaire au sein de la CEDEAO. La distinction porte aussi sur la promotion des opportunités d'affaires, la libre entreprise au Sénégal et le développement des échanges avec les États-Unis. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Oumar Nying. C'est une vision qui est ainsi sanctionnée. Celle d'un président dont l'ambition pour son pays est sans pareil. C'est aussi la reconnaissance d'un leadership au sein de la CEDEAO. C'est la Chambre de commerce des États-Unis qui décerne ainsi le prix au chef de l'État. Une belle occasion mise à profit pour évoquer l'importance du commerce et des échanges entre le Sénégal et les États-Unis. Depuis 2013, nous avons enregistré une expansion significative des échanges commerciaux et des investissements américains au Sénégal. Ces échanges sont passés de moins de 80 millions de dollars américains en 2014 à plus de 200 millions en 2015, sur une année, avec une augmentation notable de 43% des exportations du Sénégal vers les États-Unis. Bien, mais peut mieux faire. Pour le chef de l'État, les États-Unis et le Sénégal peuvent aller encore plus loin. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a de la place pour le secteur privé américain au Sénégal. Y compris pour le secteur du pétrole et du gaz, dont nous venons de faire d'importantes découvertes, vos entreprises ont les moyens et le savoir-faire nécessaires pour travailler chez nous. So let's talk business.
Okay? Avec le PSE, nous avons mis en place des mécanismes de bonne gouvernance des affaires publiques et accéléré la réforme de notre environnement des affaires. Ce qui fait d'ailleurs du Sénégal l'un des meilleurs réformateurs selon le classement Doing Business. Et si vous prenez tous les autres index, que ce soit Standard & Poor's, que ce soit l'index Mo Ibrahim ou bien tous les autres indicateurs, vous verrez la progression et la bonne tenue en matière de gouvernance. Et ça, c'est un des secteurs clés puisque c'est l'axe 3 du plan Sénégal émergent. Ce qui a expliqué que c'est seulement maintenant que mon pays s'est engagé dans l'ITIE avec tous les rapports qui sont publiés et le travail transparent qui est fait avec les compagnies. Je pense que Cosmos est là pour en témoigner. Nous nous sommes engagés également avec la mise en place de l'OFNAC, un instrument de lutte contre la corruption, avec aussi les déclarations de patrimoine pour tous les détenteurs de mandats publics gérant des ressources supérieures à 2 millions de dollars par an. Donc tout cela aujourd'hui est une réalité déjà actée au sein du pays. Un partenariat bénéfique et gagnant-gagnant, c'est l'esprit qui sous-tend le plan Sénégal émergent. Sous ce rapport, le président de la République rassure. L'investissement ne court aucun risque particulier au Sénégal. Ça, je peux le dire avec certitude. Nous sommes un pays stable par la grâce de Dieu et par nos efforts. Un pays démocratique qui, comme vous le savez, n'a jamais connu de coup d'État en Afrique. Nous croyons à la loi du marché et nous respectons la sécurité juridique des affaires. Comme vous le dites si bien ici, business is business. Donc je crois que pour maintenir la dynamique positive de nos relations d'affaires, il est important, et c'est là l'appel que je lance à votre Chambre, il est donc important que les initiatives américaines envers l'Afrique soient maintenues, notamment l'AGOA. Le programme sur l'électrification de l'Afrique, Power Africa. Le Millennium Challenge Account, dont 20 des 30 pays éligibles sont des pays de l'Afrique. Le message du président de la République est entendu. Cosmos Energy a déjà donné l'exemple. Le secteur privé américain compte se mobiliser pour participer au renouveau productif en cours au Sénégal. Face à face avec le conseil d'administration du FMI et distinction par la Chambre de commerce de Washington, deux événements de haute portée économique. L'ambassadeur du Sénégal aux États-Unis, Babacar Diagne, explique l'importance de ces événements. Il est au micro de notre envoyé spécial Oumar Ninga. Le matin, nous avons eu la cérémonie au FMI, là même où l'on promeut la croissance économique depuis 1944. Je pense que c'est extraordinaire. Là, le Sénégal a eu sa vision plébiscitée. Le Sénégal et son chef plébiscité. Je pense que c'était extrêmement important. Non seulement plébiscité devant un parterre d'intellectuels, d'experts extrêmement indépendants. Et l'après-midi, maintenant, nous avions la Chambre de commerce, presque comme une conséquence de ce qui s'est passé le matin. Là, on parlait d'une vision plébiscitée, et là, c'est presque une conséquence. Un parterre d'hommes d'affaires, de grandes entreprises, à la Chambre de commerce. La plus grosse chambre de commerce au monde, 3 millions d'adhérents. Un parterre d'hommes d'affaires qui viennent dire « Nous voulons investir au Sénégal ». Nous voulons investir au Sénégal. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Non seulement ils viennent dire voilà les hommes d'affaires qui vont investir, mais la Chambre de commerce va plus loin et faire ce qu'ils n'ont jamais fait. C'est inédit. Jusqu'ici, c'était des entreprises pour leur performance qui étaient décorées. Mais là, c'est le président. C'est un homme politique, un homme qui a une vision qui est décorée. Et ça, c'était extraordinaire. Je pense que nous avons eu deux événements inédits. Parce que pour le premier, c'était inédit. Jusqu'ici, on n'avait pas eu un chef d'État africain à ce niveau-là, au conseil d'administration du fonds. L'après-midi également, c'était inédit, un chef d'État décoré. Je pense qu'on a bien compris quand on a vu les
les Sénégalais, ceux qui travaillent au Fonds monétaire et à la Banque mondiale, dire toute leur fierté au président Sall. Et puis le président de la République a reçu le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Mactar Diop, s'est dit très impressionné par les efforts du Sénégal dans la production d'énergie renouvelable. Il a abordé d'autres points à l'occasion de cet entretien avec le chef de l'État. Mactar Diop est au micro de Oumar Nyinga. Ce fut un excellent entretien. Nous sommes entretenus sur les réformes que le chef de l'État, à travers le ministre de l'économie et des finances, le ministre du transport et le directeur général de la Sénélec sont en train de mettre en œuvre. Il s'agit notamment d'augmenter la production énergétique renouvelable au Sénégal, d'accroître l'efficacité de la Sénélec à travers un certain nombre de mesures que le directeur général est en train de mettre en place, mais également de voir comment est-ce qu'on pourrait s'assurer que les relations financières entre l'État et la Sénélec sont les plus transparentes. Donc il y a des mesures très très fortes qui sont en train d'être préparées et qui seront mises en œuvre par le gouvernement et nous en avons discuté. En ce qui concerne le secteur de l'énergie également, nous sommes tout à fait impressionnés qu'au niveau de la Banque mondiale de voir que le Sénégal a fait des efforts tout particuliers pour augmenter la production d'énergie renouvelable et de transformer un peu ce qu'on appelle son mix énergétique de manière à ce qu'il soit un des pays africains qui utilise le plus le solaire. Et cet effort, je crois, sera poursuivi. Et je crois comprendre qu'à la suite de la mise en production de ces deux centrales solaires, il va y avoir d'autres projets qui vont être mis en place. Le troisième volet, c'était le volet de la télécommunication et particulièrement des techniques de l'information et de la communication. Comme vous le savez, le Sénégal, dans les années 80, avait pris vraiment de l'avance sur le reste des pays africains. Et le Sénégal compte, dans le cadre de son programme de développement économique, maintenir cette avance et l'accélérer. Donc il y a un certain nombre de réformes dans ce domaine qui doivent être mises en œuvre pour continuer à ce que l'investissement dans ce secteur, que la capacité créatrice des ingénieurs sénégalais dans le domaine d'éthique puisse être supportée par une infrastructure qui soit performante et qui puisse attirer des investissements importants. Le roi du Maroc a quitté Dakar en début d'après-midi après un séjour de près d'une semaine dans notre capitale. Sa Majesté Mohamed VI, sur ces images avec le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, venu l'accueillir à son arrivée au salon d'honneur de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor. Le roi Mohamed VI a ensuite salué chez les nombreuses personnalités civiles, militaires et politiques. Les honneurs militaires lui ont été rendus avant son départ de Dakar. Il était en visite d'amitié et de travail depuis dimanche dernier à Dakar. Le roi Mohamed VI qui vient donc de boucler une visite d'amitié et de travail au Sénégal. Le séjour a été marqué par des signatures d'accords de coopération dans plusieurs domaines et l'évaluation du groupe d'impulsion économique Sénégal-Maroc. Retour sur ces moments avec Dahaba. Arrivé dimanche à Dakar en début de soirée, le roi Mohamed VI du Maroc a choisi la capitale sénégalaise pour le traditionnel discours consacré à l'anniversaire de la Marche verte. Selon Sa Majesté, une telle option obéit au rang qu'occupe notre pays en Afrique du fait de sa démocratie et de son dynamisme économique retrouvé. À ce sujet, le roi Mohamed VI, au cours de sa visite d'amitié et de travail, a présidé aux côtés du président de la République Macky Sall une rencontre consacrée à l'évaluation du groupe d'impulsion économique entre le Sénégal et le Maroc mis en place en 2015. Une nouvelle feuille de route avec une nouvelle méthodologie pour un travail continu à évaluer avec un forum entre les deux pays. Lors de cette rencontre au Centre international des conférences Abdou Diouf, 10 secteurs prioritaires ont été identifiés entre les deux secteurs privés. Le CNP côté Dakar et la CGM côté Maroc veulent à travers ce partenariat booster davantage les relations économiques entre Dakar et Rabat. Les deux chefs d'État y tiennent car l'objectif final pour eux étant d'offrir en modèle cette coopération sud-sud à l'Afrique, ce qui a certainement motivé la signature des conventions signées au cours de cette visite d'amitié et de travail. Il s'agit des accords portant sur l'agriculture rurale avec un fonds de garantie d'1 million d'euros. Le premier volet va permettre à 7000 exploitants ruraux d'avoir accès au crédit.
Dans le domaine des transports aériens, les compagnies Royal Air Maroc et Air Sénégal SA vont mutualiser leurs efforts pour des accords commerciaux, mais aussi aider au décollage de Air Sénégal SA. Le royaume chérifien fera équipe également avec le Sénégal dans la commercialisation de la poulpe, espèce porteuse. Un accord a été signé en ce sens avec un plan d'aménagement pour réglementer la pêche. Le Maroc, joignant l'acte à la parole, a offert au Sénégal une dizaine d'embarcations pneumatiques. Autre temps fort de la visite de Sa Majesté Mohamed VI à Dakar, ce geste de sa fondation, un don à l'hôpital principal de Dakar dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. En marge des travaux du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ambassadeur du Sénégal à l'ONU et ses collègues invités spéciaux du Sénégal ont rencontré la presse. Rencontre mise à profit pour faire le point sur le déroulement des travaux du mandat sénégalais à la tête donc du Conseil de sécurité des Nations Unies. Envoyé spécial Khalisek. Quand la presse rencontre des diplomates blanchis sous le harnais de la dimension du ministre Seydina Oumar Sy, de l'ambassadeur Seydou Nourouba et de son collègue représentant du Sénégal à l'ONU Fodesek, l'on peut bien être en droit de s'attendre à des échanges on ne peut plus pointus. D'anciens diplomates invités spéciaux ici à New York, de grands enseignements à tirer. Ça procède pour notre part de beaucoup d'humilité et de considération de ministre pour nous. Et nous nous lui rendons bien et tout ce que nous pourrons faire pour soutenir le ministre des Affaires étrangères dans sa politique et le président de la République dans la définition de la politique extérieure du pays, nous sommes disponibles. Et nous avons toujours travaillé pour l'État. Nous ne serons jamais à la retraite de l'État. Comme disait un des ministres, nous sommes en retrait, mais pas à la retraite. Diriger le Conseil de sécurité des Nations Unies pendant un mois nécessite, à n'en pas douter, une préparation technique à la fois fine et pointue, avec un document bien peaufiné, et déjà d'importantes réactions ont été enregistrées. Tout produit fini diplomatique que vous voyez aura nécessité des efforts énormes en termes d'abord de réflexion intellectuelle, en termes de propositions, en termes d'initiatives, avant d'arriver à des résultats diplomatiques. Et je disais tout à l'heure que le secrétariat du Conseil de sécurité nous disait que, contrairement aux années précédentes, avant que vous quittiez le Conseil, vous aurez enregistré dans vos emails respectifs, au seul titre du Conseil de sécurité, une moyenne de 20 000 emails, 20 000 courriers électroniques. Vous imaginez la lecture, la seule lecture de ces éléments, combien de temps ça prend et combien de temps pour les digérer, pour les transformer en propositions de directives à Dakar, de recevoir des directives et les mettre en œuvre sur le terrain. Dans sa carrière diplomatique, l'ancien ambassadeur Seydou Nourouba a gardé bien des anecdotes, dont deux ici à New York. Un jour, j'étais assis à la place du Sénégal parce que le représentant permanent avait d'autres obligations hors des États-Unis. J'ai voté la résolution pour la Namibie, pour que la Namibie puisse aller à l'indépendance par l'entremise d'élections présidentielles organisées par l'ONU. Alors, quand j'ai levé ma main, très haut d'ailleurs, j'ai écrit quelque part, est-ce que c'est ça la démocratie? Des hommes et des femmes de Namibie qui ont perdu leur vie, qui ont été handicapés, qui ont perdu tous leurs parents. Pour accéder à l'indépendance, il faut 15 bons hommes et bonnes femmes choisis au hasard de l'histoire qui sont là, qui doivent lever la main pour leur permettre d'aller à l'indépendance. Ça m'a fait un choc. C'est deuxième anecdote, bon, au hasard. Je devais également siéger, le représentant permanent n'étant pas là. Alors, nous avions sollicité des instructions. On n'a pas reçu.
Jusqu'au début du conseil, avant d'entrer, j'ai appelé, pas d'instruction. Alors, j'entre, je prends une position du Sénégal en conformité avec les principes. Alors, en conformité avec les principes, je vote, je sors, on m'amène l'instruction. L'instruction contraire à ce que j'ai fait. Alors là, je dis quoi faire. Et on me demande de rectifier. Bon, là, l'État ne se trompe jamais. Ce sont ces intermédiaires qui se trompent. La presse avait en face d'elle des ambassadeurs chevronnés avec des documents soigneusement gardés, comme l'illustre fort opportunément ces procès-verbaux de Seydou Nourouba qui datent de 1988. Comme vous le savez, le Sénégal préside en ce mois de novembre le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour échanger sur l'agenda, le ministre des Affaires étrangères a rencontré ce samedi des journalistes, chroniqueurs et éditorialistes. Autour d'un déjeuner, ils ont partagé sur des questions aussi actuelles que la paix, la sécurité et la candidature du professeur Abdoulaye Bathily. C'est un compte rendu de Aram Daoua. Le Sénégal n'entend pas faire de la figuration à la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies. Devant les professionnels des médias, le chef de la diplomatie sénégalaise est revenu sur les thèmes que le Sénégal et ses pairs ont réussi à imposer dans l'agenda du Conseil. La question de l'eau. L'eau comme source de vie, mais l'eau également comme facteur de guerre ou comme facteur de paix et d'intégration. On parle beaucoup des changements climatiques. Mais nous pensons que dans les 15-20 prochaines années, le principal facteur de guerre dans le monde sera l'eau. Le Sénégal, 7e contributeur des Nations Unies en matière de troupes, a aussi pesé de tout son poids pour que le Conseil examine le mandat des casques bleus. Nous sommes 7e contributeur. Nous sommes en Afrique 3e contributeur. En Afrique de l'Ouest, nous sommes premiers. Nous avons perdu beaucoup de soldats. Nous avons dit qu'il faut que le Conseil de sécurité examine la question du mandat des casques bleus. Sinon, nous serions obligés d'évaluer notre participation au contingent onusien et de prendre une décision historique de retrait de tous nos contingents. Parce que nous ne pouvons pas envoyer des Sénégalais mourir comme ça, sans défense, être attaqués tous les jours. On déploie des opérations de maintien de la paix, les gens n'ont pas de blindés. Ils n'ont pas de renseignements. Le Conseil de sécurité a accepté que le thème soit débattu. Et ça fait l'objet d'un débat historique pour la première fois au Conseil de sécurité le lundi dernier. Le Sénégal, membre non permanent du Conseil, assure historiquement en ce novembre la présidence de ce Conseil. Il veut que ce mandat soit africain. 75% de l'agenda du Conseil porte d'ailleurs sur le continent, qui n'a hélas pas de membre permanent au Conseil de sécurité. Nous pensons que c'est une injustice historique à réparer. Et nous sommes dans cette bataille de la réforme du Conseil qui est très difficile. Depuis 20 ans, on parle de réforme. Autre actualité débattue avec les journalistes, le forum sur la paix et sécurité qui se tient à Dakar début décembre, forum qui découle du sommet de l'Élysée de 2013. Il sera financé par beaucoup de pays. Ce forum, c'est un forum du gouvernement, organisé par le gouvernement, qui recherche lui-même ses financements. Mais le gouvernement est libre de le confier à qui il veut. Nous avons pensé que nous avons un institut qui peut le faire et on l'a confié. Donc il n'y a pas de polémique. Tous les moyens, toutes les ressources, c'est nous qui les avons recherchées à travers le monde. La France met 700 000 € pour le financement. Le Japon, cette année, contribue pour 1 million de dollars. Cette année, 1 million de dollars pour le forum. L'Arabie Saoudite pour 200 000 €. Le Qatar pour 400 000 $. La candidature d'Abdoulaye Bathily à la tête de l'Union africaine s'est aussi invitée dans les débats. Mankeur Ndiaye d'informer qu'une dizaine de ministres va sillonner le continent pour promouvoir la candidature de celui qu'ils considèrent comme ayant le meilleur profil.
Remise de véhicules et d'équipements au service du ministère du Travail. C'est pour créer des conditions de mise en place d'une administration de proximité. La cérémonie s'est déroulée au stade Léopold Sédar Senghor. C'est un compte rendu de Philomène Constance Diagne. 13 véhicules 4x4 tout-terrain et un important lot de matériel informatique et bureautique. C'est ce qui compose la dotation faite à l'administration du travail, un don qui devrait contribuer à améliorer les résultats du service public. Je voudrais donc demander aux inspecteurs régionaux du travail de faire bon usage des moyens qui seront mis à leur disposition, d'associer le personnel placé sous leur autorité à la gestion et à l'utilisation de ces moyens et à encore une fois mériter la confiance que les plus hautes autorités ont placée en elles. Nous les exhortons à réussir leur mission en respectant la déontologie administrative, en respectant les règles de fonctionnement de l'administration publique. Ces moyens de transport destinés aux inspecteurs régionaux du travail sont une concrétisation de l'engagement du gouvernement à toujours œuvrer pour une stabilité sociale dans l'administration du travail. C'est l'occasion de vous dire solennellement que ces moyens d'intervention seront davantage renforcés dans le budget de 2017 à travers l'augmentation conséquente des crédits de fonctionnement de la Direction générale du travail et de la sécurité sociale et de toutes les inspections régionales. À cela s'ajoute la prise en charge de la lancinante question de la motivation des agents de l'administration du travail en vue d'accroître leur productivité et leur performance pour un service public de qualité. La balle est alors dans le camp des bénéficiaires qui, mieux outillés, s'engagent à faire bon usage de ces véhicules et à mieux servir leur pays. Le ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat a procédé au lancement du programme au métier portuaire pour 300 jeunes de la région de Fatick. La cérémonie a eu lieu au port de Foundiougne. Le projet va coûter 109 millions de francs CFA. Les précisions de Claire Diop. Ils sont 300 jeunes de la région de Fatick à bénéficier d'une session de formation au métier portuaire en vue de favoriser leur insertion professionnelle. Le projet propose 11 sessions pour 5 métiers. Lamaneur, acogné, conducteur d'engin, agent de transit et de sécurité. La sélection a été rigoureuse. Les formations qui vous concernent ont été identifiées à travers un processus d'ingénierie inclusif impliquant d'une part une commission de présélection des candidats présidée par M. le gouverneur de la région de Fatick et d'autre part l'Agence nationale des affaires maritimes ANAM, structure dédiée à la gestion du domaine maritime, fluvial et des installations portuaires en qualité d'assistant technique. Le projet a coûté 109 millions de nos francs. Du côté des bénéficiaires, on applaudit, l'opportunité est saisie. Nous avons attendu ça depuis longtemps. La région de Fatick a beaucoup de chômeurs. Mais aujourd'hui, vous avez amené la solution. Monsieur le ministre, vous avez répondu à nos attentes. Nous sommes vraiment satisfaits. Il faut qualifier pour pouvoir avoir l'opportunité d'être inséré. C'est la raison pour laquelle nous créons les conditions de l'emploi. Le ministre dit on qualifie en vue de l'emploi. Nous sommes optimistes parce que nous avons identifié un besoin d'insertion. Il y a des entreprises qui vont venir ici s'installer. Et les métiers dans lesquels on forme les jeunes, ce sont des métiers qui ont été identifiés. La dynamique sera maintenue. Fatick et Foundiougne vont être dotés d'infrastructures de formation pour les jeunes. Objectif, mieux les encadrer. Pour améliorer durablement l'offre de formation dans la région de Fatick, que nous allons réceptionner bientôt le lycée professionnel de Fatick. Et pour l'année 2017, il est prévu la construction d'un centre de formation professionnelle nouveau ici à Foundiougne. La démarche a pour finalité de permettre aux entreprises en charge de l'exploitation du port de Foundiougne, d'une part, de trouver sur place une main-d'œuvre locale qualifiée et d'autre part, de lutter efficacement contre le chômage des jeunes, mais aussi de promouvoir l'auto-emploi.
80 millions de francs CFA, c'est le coût global de l'équipement destiné aux universités du Sénégal. Un geste qui vient renforcer les laboratoires de ces établissements. La cérémonie de remise de matériel a eu lieu au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est un compte-rendu de Anaïs Nyanyamane. Dans le but d'améliorer l'enseignement supérieur et la recherche, les universités sénégalaises viennent de bénéficier d'un lot de matériel, des équipements flambant neufs qui viennent renforcer et moderniser les laboratoires. D'abord, un programme d'équipement des laboratoires existants. Comme l'a dit le docteur Diaby, plusieurs lots ont déjà été remis. Et un programme de construction et d'équipement de 100 laboratoires au niveau des universités, des écoles, de notre système d'enseignement supérieur. 30 ou 31 laboratoires à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Au niveau de Thiès, c'est 26 laboratoires qui sont prévus. Les travaux sont en cours. À Saint-Louis, où il y a 19 laboratoires, là aussi les travaux sont bien avancés. À Bambey et à Ziguinchor aussi, les travaux progressent. Le deuxième aspect de ce programme, c'est le programme d'équipement lourd qui est important pour les chercheurs. Ce programme de renforcement des laboratoires universitaires est une vieille doléance des enseignants et des étudiants. Pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir équiper nos laboratoires, de pouvoir mieux entraîner en tout cas nos étudiants, de pouvoir aller avec eux sur le terrain. Et pour cela, certes, nous y mettons un peu, disons, de notre propre volonté, de nos propres moyens en tant qu'institution, mais l'apport, en tout cas, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche avec le matériel que nous venons d'acquérir. Aujourd'hui, quand on assiste à une cérémonie de remise de matériel pour pouvoir équiper ces laboratoires-là et de permettre aux étudiants que les enseignements qui se fassent là-bas ne se limitent pas tout simplement à la théorie, qu'il y ait une certaine pratique pour pouvoir être au même niveau qu'aux étudiants qui sont dans les universités privées les plus équipées en matériel, en même temps de pouvoir conquérir avec les étudiants qui sont dans les universités les plus populaires au niveau du monde. Si on reçoit aujourd'hui ce lot-là, je pense que le bon sens devrait nous guider à veiller sur ce matériel-là et d'en faire bon usage. Le programme d'équipement des universités va se poursuivre. Le budget prévisionnel d'équipement pour l'année prochaine est arrêté à 1,5 milliard. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche compte ainsi faire de l'enseignement supérieur une éducation de l'excellence. Près de 800 étudiants du groupe Subdeco ont reçu leur diplôme ce matin. Les 19e et 20e promotions ont comparé Adam Diop, directeur général de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce, et Bruno Diatta, le chef de protocole de la présidence de la République. Compte rendu de la cérémonie, Hamid Diop. Les 19e et 20e promotions du groupe Subdeco ont eu comme parrain respectivement Adama Diop, DG de la BICIC, et Bruno Diatta, chef de protocole de la présidence de la République du Sénégal. Plus de 700 récipiendaires se sont succédés sur le podium. Des moments uniques et inoubliables vécus en présence des parents, amis et surtout des alumni. C'est cela l'esprit Subdeco. Traduire chaque cursus, chaque expérience, chaque acquis en une proposition pertinente pour le monde professionnel. Car en effet, au regard des multiples et constantes mutations du monde de l'entreprise, le profil idéal ne réside plus uniquement dans la preuve de connaissances acquises, mais dans la faculté à s'adapter. À force de s'adapter au rythme des cours, des stages et d'une vie associative dynamique, ces étudiants ont pu brandir ces parchemins. Pour certains, il a fallu 3 années d'efforts, pour d'autres 5, les parents en sont conscients. Vous avez du mérite de sortir d'une institution aussi prestigieuse que le groupe Subdeco. Vous avez aussi, à n'en pas douter, de la chance d'avoir évolué dans une institution qui regroupe en son sein plusieurs nationalités, comme en témoigne le caractère définitivement panafricain de votre promotion. Être diplômé de Subdeco, c'est marcher avec en bandoulière ces 3 valeurs: compétence, intégrité et leadership, viatique essentiel pour les bâtisseurs de l'Afrique de demain. Ces valeurs qui me tiennent particulièrement à cœur, que sont la compétence. Quand on n'est pas compétent dans la vie, quand on choisit un métier, on doit être compétent dans ce métier-là. La deuxième chose, c'est l'intégrité. Une personne qui n'est pas intègre, qui n'est pas honnête,
qui ne respectent pas ses engagements, comment voulez-vous que ces personnes vivent à l'aise dans la société? Je voulais terminer par le leadership. Le leadership, nous vous avons préparé pour être les meilleurs là où vous allez être, dans les entreprises, dans les institutions. Vous devez être parmi les meilleurs et cela ne se négocie pas. Les 19e et 20e promotions ont savouré ces bons moments le temps d'une matinée, un défi relevé en attendant que d'autres se pointent à l'horizon. La directrice générale de la Case des Tout-Petits a effectué une tournée dans les structures de la petite enfance. Il s'agit pour elle de faire l'état des lieux de la rentrée dans le préscolaire. C'est un compte-rendu de Lise Bitza. Centre socio-culturel de Derklé, école maternelle d'application Ibrasek de Rufisque et la Case des Tout-Petits Taofek Yakar, trois structures cibles qui ont constitué la visite du terrain de la directrice de la Case des Tout-Petits. Thérèse Faye-Diouf est venue prendre la température de la rentrée scolaire au sein des Cases des Tout-Petits. Nous disons Alhamdulillah parce que le concept Ubite Djangte a été appliqué à la lettre dans toutes les structures depuis la rentrée. Et aujourd'hui, nous avons constaté que les enseignants, de même que les parents, de même que ainsi les enfants, sont tous dans les dispositions pour effectivement une bonne année scolaire. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour nous, après avoir visité le centre de Derklé et visité aussi l'école maternelle Ibrasek de Rufisque, que nous sommes aujourd'hui à la Case des Tout-Petits de Taofer. Taofer, nous avons le nouveau modèle de la Case des Tout-Petits qui a été conçu par l'agence et aussi qui a été l'une des premières constructions lors de la première génération. La tournée est un moment d'échange entre les dirigeants d'école maternelle et la tutelle. Institut des doléances ont été posées pour la bonne marche des structures. Les problèmes soulevés, c'est d'abord la vétusté de l'école. La vétusté de l'école parce que c'est une école qui date de plusieurs années. C'est une vieille bâtisse qui menace ruine. En tant qu'école d'application, nous avons besoin qu'elle soit entièrement réfectionnée, équipée aussi pour donner un visage véritable d'une école d'application. La directrice de la Case des Tout-Petits a prêté une oreille attentive au directeur d'école. Elle a ensuite promis d'accompagner les différentes structures. Là, quand même, des dispositions sont en train d'être prises parce que, comme vous l'avez dit, à Ibrasek, il y a un problème d'assainissement là-bas. Je peux vous dire qu'il y a un vaste programme de réhabilitation des structures de petite enfance. Je ne dirais pas à Dakar, mais partout dans le Sénégal. Parce que les premiers Cases des Tout-Petits datent à peu près de 2004. Cette visite de structure entre dans le cadre de la généralisation de la prise en charge de la petite enfance, une directive du chef de l'État. Le Magal de Touba sera célébré samedi prochain. Les préparatifs se déroulent activement dans la ville sainte. Ce matin, le ministre de l'Intérieur a présidé une réunion nationale sur cet événement. Abdoulaye Daouda Diallo s'est félicité des dispositions prises pour un bon déroulement de l'événement. Il est au micro de Maman Moussagnan. Ce qu'on peut retenir avec beaucoup de satisfaction est que l'essentiel des engagements qui ont été pris par les services concernés sont respectés. Il reste maintenant quelques réglages à faire et bien évidemment certains ne peuvent être mis en œuvre qu'au moment de la survenue de l'événement. Sur ce point aussi, nous restons vigilants et nous demandons à M. le gouverneur de continuer en tout cas son travail de coordination et de rester vigilant sur certains points. Cette année, nous avons encore décidé d'interdire la circulation de Jakarta. Ce n'est pas une guerre contre ce métier, non, mais en tout cas, la manifestation fait qu'il n'est pas indiqué de continuer à circuler à deux roues. Et c'est pourquoi nous avons pensé l'interdire et on demande la compréhension quand même de ceux-là qui pensent utiliser ces moyens de locomotion jusqu'à la fin de l'événement. L'autre élément nouveau, c'est la surveillance aérienne, particulièrement cette année pour l'événement. Et là, je félicite quand même le commandement de la gendarmerie d'avoir bien voulu mettre à la disposition donc, des forces de défense et de sécurité des moyens de surveillance aérienne, notamment les ULM. Et je demande à tout le monde de redoubler de vigilance, y compris bien évidemment les populations, pour qu'elles aident les forces de défense et de sécurité à faire ce travail-là. Donc tout le monde reste vigilant à ce niveau.
Le même appel est lancé aussi pour ce qui concerne la santé. Dans des événements du genre, les questions de santé se posent toujours avec beaucoup d'acuité. Et nous demandons aussi à ce niveau à tout le monde, à toute la population, de rester davantage vigilante par rapport donc, à ces situations. En tout cas, c'est avec beaucoup de bonheur que je constate que les choses avancent bien. Et pour cela, monsieur le gouverneur, je vous félicite vraiment au nom du président de la République et en même temps, je vous demande de transmettre les mêmes félicitations à vos collaborateurs. Nous reviendrons en détail sur cette réunion en prélude au Magal de Touba dans notre édition de 23h. À une semaine du Magal de Touba, donc, l'opérateur de téléphonie Tigo accompagne la communauté mouride. Du matériel de nettoiement et des bouteilles d'eau ont été distribuées à des familles religieuses. Tigo s'engage aussi pour un réseau sans faille lors du Magal 2016. C'est un compte-rendu de Hamidou Diop. C'est un accueil très chaleureux qui a été réservé à la délégation de Tigo. À une semaine du Grand Magal de Touba, l'opérateur de téléphonie se dit prêt pour assurer aux usagers un réseau sans beaucoup de dysfonctionnement. Nous pouvons garantir une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous avons pris le Magal à bras le corps. Et nous l'avons fait pas depuis quelques jours, pas depuis quelques semaines, mais depuis plusieurs mois. Donc nous travaillons là-dessus. Et avec ce travail-là, nous avons de façon très importante augmenté la capacité donc de réception des abonnés, aussi bien sur la partie 2G que sur la partie 3G. L'autre innovation de Tigo pour ce Magal 2016, c'est une journée de don de sang. Cette année, il y a eu une innovation de notre côté parce que nous avons eu à faire des cérémonies de don de sang afin de plus assister les talibés qui seront là durant l'événement religieux. Tigo a offert des bouteilles d'eau et autres matériels pour participer à l'organisation du Grand Magal de Touba. Côté produit, l'opérateur compte faire profiter pleinement aux pèlerins de ces dernières innovations. Place à la série santé qui s'intéresse ce soir au recrutement du personnel. Ils sont médicaux et paramédicaux, personnel de soutien ou d'appui. On les désigne sous le nom d'agents de santé. Comment sont-ils recrutés? Des éléments de réponse avec Luce Bitza. Le système de santé est une rencontre de plusieurs profils qui concourent à l'atteinte des objectifs. Si c'est l'État qui recrute, nous avons tous les profils. Vraiment, tous les profils qui peuvent travailler dans le système de santé sont recrutés. Par exemple, pour cette année, on a des assistants sociaux, on a des travailleurs sociaux, on a des médecins, on a des infirmiers, on a des sages-femmes, on a des techniciens supérieurs, on a des cadres de la hiérarchie A, des cadres de la hiérarchie B. Donc quand l'État recrute, c'est vraiment c'est ouvert. Dans ce système, on peut rencontrer des sociologues, comptables, gestionnaires, agents administratifs et personnels de santé, des profils qui permettent de régler la question de la gestion du système de santé. Donc nous, par exemple, quand on nous a alloué 1000 postes budgétaires, nous avons écrit à la fonction publique pour leur dire que pour les 1000 postes budgétaires, voilà comment on aimerait que cela soit réparti. Les établissements publics de santé également contractualisent, recrutent. Mais là également, ils recrutent tous les profils. Les collectivités locales recrutent, ces collectivités-là aussi recrutent tous les profils. Ces recrutements sont ciblés par zone. Le ministère favorise les zones éloignées et fait en sorte que les personnes embauchées dans le cadre de ces projets restent dans les lieux d'affectation, le salaire étant lié au poste et non à la personne. Là où le recrutement est vraiment ciblé, c'est quand c'est le partenaire technique et financier qui décide, par exemple, de mettre à la disposition du système un certain nombre d'agents de santé. Dans ce cas précis, il faut dire que les partenaires appuient généralement pour recruter des médicaux et des paramédicaux. Ça veut dire quoi? Des médecins, des infirmiers d'État, des sages-femmes d'État, des assistants infirmiers. Jamais les autres profils. Au fur et à mesure que le ministère recrute, les agents sont envoyés dans les zones où les déficits sont les plus criards. Il s'agit à terme d'assurer le maillage de la population. Aucune autre femme ne pourra plus se déplacer de son village vers une zone lointaine, juste pour une prise en charge d'une grossesse. L'année dernière, on a eu un quota de 1000 agents recrutés, dont 500 sages-femmes.
Vous vous souvenez tous que le président avait vraiment pris cette décision majeure qui consistait un peu à mettre ces sages-femmes à la disposition des populations dans les zones reculées. Cette année encore, il nous a fait l'honneur de reconduire ce même quota et on est en train de travailler au recrutement de ces 1000 agents-là. Cette année, l'État a accordé 1000 postes budgétaires au secteur de la santé, un chiffre qui pourra définitivement régler la problématique du déficit des ressources humaines dans ce secteur. Le déficit, il est énorme, Le ratio médecin-population est un ratio moyen. Nous aimerions aujourd'hui avoir un ratio beaucoup plus intéressant. Il y a beaucoup de références qui se font des régions vers la capitale ou vers les grandes capitales régionales comme Thiès et Kaolack. On aurait souhaité que partout où un Sénégalais se trouve, s'il a un besoin de prise en charge, que cette prise en charge puisse être disponible dans sa région. Pour les partenaires techniques et financiers, la durée du contrat la plus longue, c'est 3 ans. Et à l'issue de ces 3 bonnes années, le ministère de la Santé prend le relais. On fait des contrats à durée déterminée. Maintenant, quand c'est l'État qui recrute, c'est des décisions. Donc, c'est à durée indéterminée. Quand l'établissement public de santé ou la collectivité locale recrute, c'est des contrats à durée déterminée, mais qui répondent, qui sont assujettis à un certain nombre de lois et règlements. Dans l'ensemble des postes de santé de ce pays, le ministère travaille à mettre en place des binômes, une sage-femme et un infirmier d'État. Cette politique vise la couverture sanitaire universelle, une politique réussie à travers la CMU. Intéressons-nous à présent au secteur privé de la santé. Au Sénégal, près de 3900 établissements sont enregistrés. On s'interroge sur le contrôle de ces structures, mais aussi la législation sur les prix appliqués dans le privé. C'est un point fait par Abasso. Au Sénégal, exercer dans le domaine de la santé obéit à des normes et règles en vigueur. Pour opérer dans le secteur privé, il faut nécessairement avoir un arrêté qui nous permet d'exercer dans le secteur privé. Cet arrêté est délivré par l'autorité de tutelle, à savoir le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Nous avons 2 types d'arrêtés. Les arrêtés pour les médecins et les arrêtés pour les paramédicaux. Après l'arrêté, place au cabinet privé des institutions qui sont soumises à des contrôles de régularité sur le tarif et sur le cadre. Bon, c'est vrai qu'on a 2 secteurs privés. On a un secteur privé lucratif et un secteur privé non lucratif, à savoir les ONG, les dispensaires privés catholiques qui appliquent vraiment des tarifs très bas, qui sont à peu près les mêmes que dans le secteur public. Mais le secteur privé lucratif a ses propres tarifs qui sont basés sur la nomenclature des actes médicaux. À partir de cette nomenclature des actes médicaux, nous avons ce qu'on appelle la tarification qui doit être appliquée dans le secteur privé. Ces tarifs sont jugés parfois chers et non accessibles à toutes les bourses. Qu'en pensent les spécialistes? Cap sur l'hôpital militaire de Ouakam à la rencontre du docteur Makira Sensi, médecin radiologue. Selon ce spécialiste, les charges fixes expliquent les coûts en vigueur. Ceci est dû à 2 choses. Les privés payent leurs taxes, payent les impôts, payent l'électricité. La Sénélec est payée en UP2, unité professionnelle 2, et on paye par mois. Et les factures, c'est des prix très très élevés. Les impôts n'attendent pas. Et il faut même approvisionner avant la fin de l'année. Ceci explique certains prix. La médecine peut être chère, mais c'est les mêmes qui disent qu'elle est chère, qui nous répètent après qu'elle n'a pas de prix. Seulement, d'autres consultations ne sont pas prises en charge par la réglementation, comme c'est le cas de l'IRM et du scanner, d'où la nécessité de réviser la législation dans le privé. Tout n'est pas rose dans l'exercice du métier. En cas de non-respect, le médecin peut être sanctionné conformément aux lois en vigueur. Sur l'arrêté d'exercice, il est bien mentionné la pratique du type de médecine. Et nous avons des outils de contrôle pour les supervisions et contrôles, puisque c'est différent. Et nous travaillons en étroite collaboration avec l'inspection. Quand il s'agit de faire une supervision, nous allons sur le terrain, nous allons voir si effectivement la personne est en train d'exercer
l'activité qu'il avait demandée. Donc nous voyons si c'est conforme à la réglementation en vigueur. Et si ce n'est pas le cas, nous proposons des solutions correctrices. Et si vraiment c'est illégal, nous demandons à l'inspection d'arrêter la pratique de la médecine dans cette structure jusqu'à ce que la personne se mette aux normes. Le social est aussi un aspect essentiel pris en charge dans le privé. C'est ce qui explique la présence de plusieurs médecins dans les hôpitaux publics. L'exemple, c'est les vacations dans des hôpitaux publics qui ont un tarif assez bas. Et le médecin privé qui y va accepte d'être payé en dessous de ses honoraires du privé. Paradoxalement à ce que l'on pense, le social, c'est le meilleur moyen pour s'enrichir. On ne fait pas médecine pour se nourrir. On fait médecine pour être humain et être proche des gens que nous pouvons soigner, sinon aider. Toujours dans les textes qui encadrent l'exercice dans le secteur privé de santé, il faut un cabinet médical pour 30 000 habitants. Et pour combler le gap, une alliance est mise en place pour satisfaire la demande, ce à plusieurs niveaux. Cette stratégie du ministère de la Santé prouve, si besoin en est, que la prise en charge sanitaire est unique, malgré l'existence des secteurs publics et privés. Voilà pour la série santé de ce journal. La suite demain. 25 milliards de francs CFA pour indemniser plus de 7500 agents de Société nationale dissoute. Le chef de l'État Macky Sall l'avait annoncé à l'occasion du Conseil des ministres du 8 septembre dernier. Ces ex-travailleurs invitent les autorités en charge de leur dossier à une application effective des directives du chef de l'État. C'est un reportage de Fanta Badji. Femmes et enfants en première ligne de cette procession pacifique devant ces pères de famille. Ils représentent les plus de 7000 ex-agents de 18 sociétés dissoutes qui veulent juste être rétablis dans leurs droits. Notre collectif fédéral regroupement plus de 7000 membres, pères et mères de famille plongés dans la misère depuis des années individuellement, 27 ans, 26 ans pour les unes, 18 ans et 16 ans pour les autres, pour le droit et la dignité et celui de tous les hommes et femmes esprits de justice. Engagé depuis 18 mois dans ce combat, le collectif a pu obtenir une audience avec le directeur de cabinet du président de la République, à la suite de quoi des directives ont été données par Macky Sall pour la résolution de leur cas. Lors du Conseil des ministres du 8 septembre, le président de la République a donné instruction au Premier ministre de s'occuper de cette question. Dans les termes suivants, veiller au suivi permanent des contentieux sociaux dans les entreprises, au paiement intégral des droits légaux des travailleurs concernés et de préparer la tenue de la deuxième conférence sociale avant fin octobre 2016. Un chiffre de 25 milliards avait été avancé pour leur indemnisation. Depuis, ces ex-agents vivent dans l'espoir de voir le règlement définitif de leur situation. Ils ont marché en compagnie de leur famille pour juste faire réagir les autorités en charge de leur dossier. Sport football Russie 2018 éliminatoire. Les Bafana ont battu les Lions cet après-midi 2-1. Les temps forts du match avec Fatoumata Savané. La déception côté sénégalais. Karamboji en pleurs, le Sénégal est battu 2-1 par l'Afrique du Sud. Une défaite certes, mais Joseph Lamptey, l'arbitre ghanéen, y a participé et a fait basculer la rencontre avec ce penalty qui n'en est pas un. Par le centre d'Andil Djali, le coup de tête de Rodgers. On va surveiller ce coup franc, ce penalty plutôt, du capitaine sud-africain Toulani Larchouayo qui s'en va, qui tire et qui marque. Larchouayo qui ouvre la marque pour la. À la 42e minute, sur une erreur d'arbitrage, l'avantage est à l'Afrique du Sud. Les Lions sont menés avant même de reprendre leurs esprits. Sorero dans l'entrejeu pivote sur lui-même et c'est encore Joseph Lamptey qui siffle un coup franc. Un coup franc que les Sud-Africains vont jouer très rapidement. La défense sénégalaise est prise au dépourvu et Sorero marque le deuxième but.
Les Sénégalais vont réagir et vont mettre la pression. Finalement, à la 75e minute, sur un jeu très collectif, Cheikh Ndoye réussit à réduire la marque. Acrobatique de Sadio Mané, la frappe de Cheikh Ndoye et le but de Cheikh Ndoye. Le Sénégal qui réduit la marque grâce à Cheikh Ndoye à la 75e minute de jeu. L'arbitrage vient une fois encore d'être mis en question. Les autorités du football africain sont interpellées pour plus de vigilance. Les Sud-Africains remportent la première manche et sont premiers dans le groupe D. Et les joueurs sud-africains. La rubrique rétroviseur va aujourd'hui à la rencontre de Djibril Makouba, plus connu sous le nom de Billy Boy. Ce personnage porté à l'écran en 1992. Depuis le premier rôle qu'il a joué, donc, Djibril Makouba a su évoluer dans le monde du cinéma avec un autre succès, Farkman, du nom d'un autre film dont il a été cette fois-ci l'acteur principal. Après cette production, le fils du réalisateur Boubacar Ba est devenu, comme son père, un homme de l'ombre, réalisateur à ses heures perdues, monteur et infographiste à la RTS. Seydina Alundigo est allé à sa rencontre. Par quel nom présenter ce bonhomme qui emprunte le couloir de la vie depuis 37 ans? Les intimes l'appelleront Gabi, les nostalgiques lui donneront volontiers le pseudonyme de Billy Boy. Ce personnage du film Wendelou qui a fait découvrir au grand public Djibril Makouba. Il joue le rôle d'un orphelin confié à son oncle Abathiane. Ce personnage incarné par l'ancien caméraman de la RTS, décédé cette semaine, Mohamed Seck. Est-ce que ouais. Belgique, on l'appelle aussi la Venise du Nord. C'était fort. On a partagé des moments inoubliables. C'est un père pour moi que je n'arriverai jamais à oublier. C'est quelqu'un qui m'a le plus marqué dans ma vie, au même titre que mon propre père. Donc Tonton Tiaïn, comme je l'appelle affectueusement, nous a quittés. Je présente mes sincères condoléances à sa famille, à l'ensemble de sa famille, à ses amis et à toute la RTS. Diffusé en 1993, le film réalisé par son père Boubacar Ba rencontre un succès immédiat. L'adolescent de 13 ans et demi doit faire face à une popularité pas du tout évidente à gérer à cet âge. C'est un succès auquel je ne m'attendais pas du tout. Après, je me souviens, après la première diffusion du téléfilm, le lendemain, j'ai été avec ma mère et mon frère dire au revoir à une tante à moi qui rentrait en France. Alors, dans les rues de Parcelles, moi, en un clin d'œil, je me suis retrouvé au milieu d'une foule. C'était une période où il y avait des meetings, etc. Je pensais même que c'était Abdoulaye Wade qui passait, quoi. Donc, il y avait une énorme foule. Pour moi, c'était pas pour moi. Et j'entendais tout le monde dire Billy Boy, Billy Boy, Billy Boy. Et j'ai regardé ma mère et j'ai eu la peur de ma vie. Donc, des voisins étaient obligés de nous recueillir chez eux jusqu'à 21h, de 18h à 21h, pour que la foule décide de s'en aller, afin qu'on puisse rentrer chez nous tranquillement. 5 ans après Wendelou vient Farkman, le film de la confirmation. Vraiment, c'était du lourd, c'était professionnel. En fait, ça avait un sens. Il y avait une bonne écriture scénariale, il y avait une bonne réalisation, il y avait une bonne direction artistique. Bref, toute une équipe à travers laquelle un passionné de l'audiovisuel pourrait apprendre. Depuis Farkman, celui qui a très tôt été mis sous les feux des projecteurs choisit de s'en éloigner. Il apprend le métier de réalisateur aux côtés de son père. Il se forme aussi à celui de monteur infographiste, sa fonction à la RTS. Aujourd'hui, nombreuses sont les productions qui portent sa signature. Comme projet, il nourrit l'ambition de tourner le deuxième volet de Wendelou, dans lequel le personnage qu'il incarnait est pourtant mort. Oui, il est déclaré mort. Oui, mais il y a des rebondissements. Et ce secret-là, je le garde, Inch'Allah. Je te donne rendez-vous jusqu'à la bande-annonce. Un projet qui renforce son amour pour l'audiovisuel, un mariage pour la vie. Voilà pour la rubrique rétroviseur qui revient samedi prochain. Les manufactures sénégalaises des arts décoratifs fêtent leurs 50 ans d'existence. Plusieurs manifestations sont au programme. La première étape de cette exposition de la tapisserie a eu lieu au monument de la Renaissance africaine. C'est un compte rendu de Fatoumata Savané. Une
une exposition itinérante signée les manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès. L'institution a vécu un demi-siècle et en prélude à son cinquantenaire, le monument de la Renaissance africaine accueille cette première étape de l'exposition de la tapisserie. Lorsque, le 4 décembre 1966, le président Léopold Sédar Senghor inaugurait la manufacture nationale de tapisserie, en présence du président Modibo Keïta de la République du Mali, il balisait d'un acte fort la trajectoire culturelle de la nation sénégalaise. En effet, il la voyait, cette trajectoire, déjà avec sa civilisation nord-soudanienne d'appartenance, rayonner au-delà du continent noir dans le monde entier. Une cérémonie à caractère culturel du beau monde pour accompagner les artistes de Thiès. Le monument de la Renaissance africaine, un espace dédié à la culture et à la créativité artistique. 50 ans, tout comme le premier festival mondial des arts nègres, qui est en train de célébrer en ce moment-ci à Dakar ce cinquantenaire par un colloque international. En ce moment précis également se passe au siège de l'Association des écrivains du Sénégal le symposium des écrivains africains à l'occasion de la journée internationale de l'écrivain africain. C'est dire que à Thiès, à Dakar, à la pointe des Almadies, au point E et ici au point culminant que le monument de la Renaissance, il y a une convergence des esprits et des idées, convergence autour de l'humain. Les tapisseries des manufactures sénégalaises, une attraction, un éblouissement pour les visiteurs. Ça m'a beaucoup impressionné également parce que j'ai vu des tapis qui sont vraiment cousus à la main et c'est vraiment extraordinaire. On ne peut pas imaginer que c'est fait à la main. J'ai beaucoup apprécié les exemples de tapisserie de Thiès. C'est une belle initiative. Ça va permettre à beaucoup de monde de connaître cette production traditionnelle. Je me retrempe. Je suis venu en pèlerinage. Ce que j'ai vu ici est extrêmement fabuleux. Il faut vraiment féliciter le directeur général, M. Diouf, de cette initiative qui va continuer parce que l'essentiel des manifestations se retrouve à Thiès avec le cinquantenaire à partir du mois de décembre. Des tapisseries très prisées, mais par une clientèle sélecte. La manufacture sénégalaise a toujours été portée par l'État depuis la création avec le président Léopold Sédar Senghor. Nous avons actuellement des Sénégalais qui commencent à s'intéresser aux produits des manufactures, notamment la tapisserie. Les Sénégalais qui ont les moyens. Et c'est pour cela que nous avons tenu à venir ici à Dakar pour présenter les produits que nous avons. Mais en plus, il y a les étrangers surtout qui s'intéressent beaucoup à ce que nous faisons et qui constituent aussi des clients. Le cinquantenaire des manufactures, un événement que les Thiessois préparent et les festivités ne font que commencer par cette exposition qui fera le tour du Sénégal. Un programme alléchant à faire vivre aux Sénégalais pour ces 50 ans. Voilà, ici c'est RFM cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne soirée sur la RTS 100. En place en 2015. Une nouvelle feuille de route avec une nouvelle méthodologie pour un travail continu à évaluer avec un forum entre les deux pays. Lors de cette rencontre au Centre international des conférences Abdou Diouf, 10 secteurs prioritaires ont été identifiés entre les deux secteurs privés. Le CNP côté Dakar et la CGM côté Maroc veulent à travers ce partenariat booster davantage les relations économiques entre Dakar et Rabat. Les deux chefs d'État y tiennent car l'objectif final pour eux étant d'offrir un modèle cette coopération sud-sud à l'Afrique, ce qui a certainement motivé la signature des conventions signées au cours de cette visite d'amitié et de travail. Il s'agit des accords portant sur l'agriculture rurale avec un fonds de garantie d'1 million d'euros. Le premier volet va permettre à 7000 exploitants ruraux d'avoir accès au crédit. Dans le domaine des transports aériens, les compagnies Royal Air Maroc et Air Sénégal SA vont mutualiser leurs efforts pour des accords commerciaux, mais aussi aider au décollage de Air Sénégal SA. Le royaume chérifien
fera équipe également avec le Sénégal dans la commercialisation de la poulpe, espèce porteuse. Un accord a été signé en ce sens avec un plan d'aménagement pour réglementer la pêche. Le Maroc, joignant l'acte à la parole, a offert au Sénégal une dizaine d'embarcations pneumatiques. Autre temps fort de la visite de Sa Majesté Mohamed VI à Dakar, ce geste de sa fondation, un don à l'hôpital principal de Dakar dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. En marge des travaux du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ambassadeur du Sénégal à l'ONU et ses collègues invités spéciaux du Sénégal ont rencontré la presse. Rencontre mise à profit pour faire le point sur le déroulement des travaux du mandat sénégalais à la tête donc du Conseil de sécurité des Nations Unies. Envoyé spécial Khalisek. Quand la presse rencontre des diplomates blanchis sous le harnais de la dimension du ministre Seydina Oumar Sy, de l'ambassadeur Seydou Nourouba et de son collègue représentant du Sénégal à l'ONU Fodesek, l'on peut bien être en droit de s'attendre à des échanges on ne peut plus pointus. D'anciens diplomates invités spéciaux ici à New York, de grands enseignements à tirer. Ça procède pour notre part de beaucoup d'humilité et de considération de ministre pour nous. Et nous nous lui rendons bien et tout ce que nous pourrons faire pour soutenir le ministre des Affaires étrangères dans sa politique et le président de la République dans la définition de la politique extérieure du pays, nous sommes disponibles. Et nous avons toujours travaillé pour l'État. Nous ne serons jamais à la retraite de l'État. Comme disait un des ministres, nous sommes en retrait, mais pas à la retraite. Diriger le Conseil de sécurité des Nations Unies pendant un mois nécessite, à n'en pas douter, une préparation technique à la fois fine et pointue, avec un document bien peaufiné, et déjà d'importantes réactions ont été enregistrées. Tout produit fini diplomatique que vous voyez aura nécessité des efforts énormes en termes d'abord de réflexion intellectuelle, en termes de propositions, en termes d'initiatives, avant d'arriver à des résultats diplomatiques. Et je disais tout à l'heure que le secrétariat du Conseil de sécurité nous disait que, contrairement aux années précédentes, avant que vous quittiez le Conseil, vous aurez enregistré dans vos emails respectifs, au seul titre du Conseil de sécurité, une moyenne de 20 000 emails, 20 000 courriers électroniques. Vous imaginez la lecture, la seule lecture de ces éléments, combien de temps ça prend et combien de temps pour les digérer, pour les transformer en propositions de directives à Dakar, de recevoir des directives et les mettre en œuvre sur le terrain. Dans sa carrière diplomatique, l'ancien ambassadeur Seydou Nourouba a gardé bien des anecdotes, dont deux ici à New York. Un jour, j'étais assis à la place du Sénégal parce que le représentant permanent avait d'autres obligations hors des États-Unis. J'ai voté la résolution pour la Namibie, pour que la Namibie puisse aller à l'indépendance par l'entremise d'élections présidentielles organisées par l'ONU. Alors, quand j'ai levé ma main, très haut d'ailleurs, j'ai écrit quelque part, est-ce que c'est ça la démocratie? Des hommes et des femmes de Namibie qui ont perdu leur vie, qui ont été handicapés, qui ont perdu tous leurs parents. Pour accéder à l'indépendance, il faut 15 bons hommes et bonnes femmes choisis au hasard de l'histoire qui sont là, qui doivent lever la main pour leur permettre d'aller à l'indépendance. Ça m'a fait un choc. C'est deuxième anecdote, bon, au hasard. Je devais également siéger, le représentant permanent n'étant pas là. Alors, nous avions sollicité des instructions. On n'a pas reçu. Jusqu'au début du conseil, avant d'entrer, j'ai appelé, pas d'instructions. Alors, j'entre, je prends une position du Sénégal en conformité avec les principes. Alors,
en conformité avec les principes. Je vote, je sors, on m'amène l'instruction. L'instruction contraire à ce que j'ai fait. Sur l'électrification de l'Afrique, Power Africa, le Millennium Challenge Account, dont 20 des 30 pays éligibles sont des pays de l'Afrique. Le message du président de la République est entendu. Cosmos Energy a déjà donné l'exemple. Le secteur privé américain compte se mobiliser pour participer au renouveau productif en cours au Sénégal. Face à face avec le conseil d'administration du FMI et distinction par la Chambre de commerce de Washington, deux événements de haute portée économique. L'ambassadeur du Sénégal aux États-Unis, Babacar Diagne, explique l'importance de ces événements. Il est au micro de notre envoyé spécial Oumar Nyinga. Le matin, nous avons eu la cérémonie au FMI, là même où l'on promeut la croissance économique depuis 1944. Je pense que c'est extraordinaire. Là, le Sénégal a eu sa vision plébiscitée. Le Sénégal et son chef plébiscité. Je pense que c'était extrêmement important. Non seulement plébiscité devant un parterre d'intellectuels, d'experts extrêmement indépendants. Et l'après-midi, maintenant, nous avions la Chambre de commerce, presque comme une conséquence de ce qui s'est passé le matin. Là, on parlait d'une vision plébiscitée, et là, c'est presque une conséquence. Un parterre d'hommes d'affaires, de grandes entreprises, à la Chambre de commerce. La plus grosse chambre de commerce au monde, 3 millions d'adhérents. Un parterre d'hommes d'affaires qui viennent dire « Nous voulons investir au Sénégal ». Nous voulons investir au Sénégal. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Non seulement ils viennent dire voilà les hommes d'affaires qui vont investir, mais la Chambre de commerce va plus loin et faire ce qu'ils n'ont jamais fait. C'est inédit. Jusqu'ici, c'était des entreprises pour leur performance qui étaient décorées, mais là, c'est le président. C'est un homme politique, un homme qui a une vision qui est décorée. Et ça, c'était extraordinaire. Je pense que nous avons eu deux événements inédits. Pour le premier, c'était inédit. Jusqu'ici, on n'avait pas eu un chef d'État africain à ce niveau-là, au conseil d'administration du fonds. L'après-midi également, c'était inédit, un chef d'État décoré. Je pense qu'on a bien compris quand on a vu les Sénégalais, ceux qui travaillent au Fonds monétaire et à la Banque mondiale, dire toute leur fierté au président Sall. Et puis le président de la République a reçu le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Mactar Diop, s'est dit très impressionné par les efforts du Sénégal dans la production d'énergie renouvelable. Il a abordé d'autres points à l'occasion de cet entretien avec le chef de l'État. Mactar Diop est au micro de Oumar Nyinga. Ce fut un excellent entretien. Nous sommes entretenus sur les réformes que le chef de l'État, à travers le ministre de l'économie et des finances, le ministre du transport et le directeur général de la Sénélec sont en train de mettre en œuvre. Il s'agit notamment d'augmenter la production énergétique renouvelable au Sénégal, d'accroître l'efficacité de la Sénélec à travers un certain nombre de mesures que le directeur général est en train de mettre en place, mais également de voir comment est-ce qu'on pourrait s'assurer que les relations financières entre l'État et la Sénélec sont les plus transparentes. Donc il y a des mesures très très fortes qui sont en train d'être préparées et qui seront mises en œuvre par le gouvernement et nous en avons discuté. En ce qui concerne le secteur de l'énergie également, nous sommes tout à fait impressionnés qu'au niveau de la Banque mondiale de voir que le Sénégal a fait des efforts tout particuliers pour augmenter la production d'énergie renouvelable et de transformer un peu ce qu'on appelle son mix énergétique de manière à ce qu'il soit un des pays africains qui utilise le plus le solaire. Et cet effort, je crois, sera poursuivi. Et je crois comprendre qu'à la suite de la mise en production de ces deux centrales solaires, il va y avoir d'autres projets qui vont être mis en place. Le troisième volet, c'était le volet de la télécommunication et particulièrement des techniques de l'information et de la communication. Comme vous le savez, le Sénégal, dans les années 80, avait pris vraiment de l'avance sur le reste des pays africains. Et le Sénégal compte, dans le cadre de son programme de développement économique, maintenir cette avance et l'accélérer. Donc il y a un certain nombre de réformes dans ce domaine qui doivent être
mises en œuvre pour continuer à ce que l'investissement dans ce secteur, que la capacité créatrice des ingénieurs sénégalais dans le domaine d'éthique puisse être supportée par une infrastructure qui soit performante et qui puisse attirer des investissements importants. Le roi du Maroc a quitté Dakar en début d'après-midi après un séjour de près d'une semaine dans notre capitale. Sa Majesté Mohamed VI, sur ces images avec le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, venu l'accueillir à son arrivée au salon d'honneur de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor. Le roi Mohamed VI a ensuite salué chez les nombreuses personnalités civiles, militaires et politiques. Les honneurs militaires lui ont été rendus avant son départ de Dakar. Il était en visite d'amitié et de travail depuis dimanche dernier à Dakar. Le roi Mohamed VI qui vient donc de boucler une visite d'amitié et de travail au Sénégal. Le séjour a été marqué par des signatures d'accords de coopération dans plusieurs domaines et l'évaluation du groupe d'impulsion économique Sénégal-Maroc. Retour sur ces moments avec Dahaba. Arrivé dimanche à Dakar en début de soirée, le roi Mohamed VI du Maroc a choisi la capitale sénégalaise pour le traditionnel discours consacré à l'anniversaire de la Marche verte. Selon Sa Majesté, une telle option obéit au rang qu'occupe notre pays en Afrique du fait de sa démocratie et de son dynamisme économique retrouvé. À ce sujet, le roi Mohamed VI, au cours de sa visite d'amitié et de travail, a présidé aux côtés du président de la République Macky Sall une rencontre consacrée à l'évaluation du groupe d'impulsion économique entre le Sénégal et le Maroc mise en Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le prix de l'excellence de la Chambre de commerce des États-Unis décerné au président Macky Sall, une distinction qui sanctionne ses efforts dans la promotion des opportunités d'affaires au Sénégal, mais aussi son leadership dans l'espace CEDEAO. Dans la série Santé, on s'intéresse ce soir au secteur privé de la santé. On y dénombre près de 4000 établissements. Se pose ainsi le débat sur le contrôle de ces structures. On fera également un focus sur le recrutement des agents de santé. En sport, Russie 2018 éliminatoire, les Bafana ont battu les Lions du Sénégal ce samedi 2-1. Les temps forts du match à revivre dans ce journal. Dans le rétroviseur de ce 20h, Djibril Makouba, surnommé Billy Boy. Depuis le premier film qu'il a porté à l'écran en 1992, le personnage a joué plusieurs rôles dans d'autres films. Qu'est-ce qu'il devient depuis le temps qu'il n'est plus sous les projecteurs? La réponse dans la rubrique rétroviseur. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Après avoir rencontré le conseil d'administration, le président Macky Sall a fait face du FMI en présence de la directrice générale Christine Lagarde, un dialogue auquel a pris part le staff de la Banque mondiale. En abordant la question de l'émergence économique, le président Macky Sall a fait un plaidoyer pour le renouveau du chemin de fer en Afrique. Envoyé spécial Oumar Nying. Dans un format plus convivial, le président de la République fait face au staff du FMI. La rencontre élargie au personnel de la Banque mondiale porte sur la politique d'émergence du Sénégal. C'est une Christine Lagarde très impressionnée qui lance le dialogue. Le Sénégal est un pays riche de promesses, qui a connu au cours des 30 dernières années des épisodes de croissance forte, supérieure parfois à 6%, mais qui présentait l'inconvénient de durer 3 à 4 ans pour retomber ensuite à des taux inférieurs. Donc cette situation n'a pas permis au Sénégal d'émerger rapidement comme, bien sûr, les autorités l'auraient souhaité, comme l'escomptait la population. Et vous avez dans ces conditions, après une expérience ministérielle variée, approfondie dans différents domaines, décidé de mettre en œuvre ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent. Quelles seront les clés
de cette dynamique de croissance forte pendant une période durable permettant d'atteindre les objectifs de l'émergence que vous avez fixés. On a vu que notre économie avait des vulnérabilités, qu'au niveau également du cadrage macroéconomique, il y avait des efforts encore à faire. Et nous avons essayé par une discipline budgétaire d'abord de travailler à l'atteinte des objectifs fixés pour les règles de convergence. Le diagnostic a été fait aussi sur l'état réel du pays. Et grâce à une série de tournées qui m'a pris 3 années, et plus de 80 000 kilomètres à l'intérieur du Sénégal, c'est 2 fois le tour du monde. J'ai vraiment touché du doigt la réalité, 80 000 kilomètres, la réalité du pays profond, l'absence d'infrastructures sociales, l'absence du minimum. Donc il fallait inverser la tendance, il fallait revoir la manière dont le budget était distribué. Un projet ambitieux, on l'a dit, émergence au bout de 20 ans et une croissance soutenue autour de 7%, la maintenir stable, maîtriser bien entendu les autres aléas liés un peu au cadrage macroéconomique. Nous avons identifié des secteurs moteurs qui portent la croissance après un diagnostic approfondi. Ces secteurs, c'est d'abord l'agriculture et l'agro-business, l'agro-industrie qui suit. Et dans l'agriculture, avec l'ambition que j'ai eue, nous sommes en train de passer vers des productions importantes que le Sénégal n'avait plus connues depuis très longtemps. Sur l'arachide, par exemple, l'année dernière, nous avons dépassé la barre de 1 million de tonnes. Cette année, nous espérons avoir la même production arachidière. Sur le riz, nous avons fait le pari d'être autosuffisants en 2017. Alors, ça, ce sont les secteurs porteurs de croissance et moteurs également d'emploi, l'agriculture, l'habitat, le tourisme, qu'on est en train de restructurer, les technologies de l'information et de la communication, le secteur des télécoms qui va aussi voir une nouvelle réforme, c'est l'infrastructure, les routes, les pistes. À travers le PSE, le président de la République engage donc un vaste chantier qui touche tous les secteurs. Christine Lagarde sait par exemple la forte préoccupation qu'il a pour le renouveau du chemin de fer. Je fais un plaidoyer ici, devant le Fonds et devant la Banque mondiale. Nous ne pouvons pas développer l'Afrique sans chemin de fer. Il faut quand même que cela soit clair. Or, malheureusement, sur ce chapitre, il faut reconnaître que les gens ils sont frileux. Peut-être c'est capitalistique, mais nous n'avons pas l'écho qu'il faut. On va nous dire, oui, il faut réhabiliter votre chemin de fer qui date de 1920. Et ça, nous l'avons refusé. Franchement, nous voulons nous tourner vers l'avenir. Nous ne pouvons pas retourner à des chemins de fer qui datent de 1920 et de couper des sections pour mettre d'autres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas conforme à notre ambition d'aujourd'hui. Mais on doit nous accompagner. Ce n'est pas du luxe. Alors là, je dis quoi faire. Et on me demande de rectifier. Bon, là, l'État ne se trompe jamais. Ce sont ces intermédiaires qui se trompent. La presse avait en face d'elle des ambassadeurs chevronnés avec des documents soigneusement gardés, comme l'illustre fort opportunément ces procès-verbaux de Seydou Nourouba qui datent de 1988. Comme vous le savez, le Sénégal préside en ce mois de novembre le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour échanger sur l'agenda, le ministre des Affaires étrangères a rencontré ce samedi les journalistes, chroniqueurs et éditorialistes. Autour d'un déjeuner, ils ont partagé sur des questions aussi actuelles que la paix, la sécurité et la candidature. La candidature du professeur Abdoulaye Bathily. C'est un compte rendu de Aram Daoua. Le Sénégal n'entend pas faire de la figuration à la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies. Devant les professionnels des médias, le chef de la diplomatie sénégalaise est revenu sur les thèmes que le Sénégal et ses pairs ont réussi à imposer dans l'agenda du Conseil. La question de l'eau. L'eau comme source de vie, mais l'eau également comme facteur de guerre ou comme facteur de paix et d'intégration. On parle beaucoup des changements climatiques, mais nous pensons que dans les 15-20 prochaines années, le principal facteur de guerre dans le monde sera l'eau. Le Sénégal, 7e contributeur des Nations Unies en matière de troupes,
a aussi pesé de tout son poids pour que le Conseil examine le mandat des casques bleus. Nous sommes 7e contributeur. Nous sommes en Afrique 3e contributeur. En Afrique de l'Ouest, nous sommes premiers. Nous avons perdu beaucoup de soldats. Nous avons dit qu'il faut que le Conseil de sécurité examine la question du mandat des casques bleus. Sinon, nous serions obligés d'évaluer notre participation au contingent onusien et de prendre une décision historique de retrait de tous nos contingents. Parce que nous ne pouvons pas envoyer des Sénégalais mourir comme ça, sans défense, être attaqués tous les jours. On déploie des opérations de maintien de la paix, les gens n'ont pas de blindés. Ils n'ont pas de renseignements. Le Conseil de sécurité a accepté que le thème soit débattu. Et ça fait l'objet d'un débat historique pour la première fois au Conseil de sécurité le lundi dernier. Le Sénégal, membre non permanent du Conseil, assure historiquement en ce novembre la présidence de ce Conseil. Il veut que ce mandat soit africain. 75% de l'agenda du Conseil porte d'ailleurs sur le continent, qui n'a hélas pas de membre permanent au Conseil de sécurité. Nous pensons que c'est une injustice historique à réparer. Et nous sommes dans cette bataille de la réforme du Conseil qui est très difficile. Depuis 20 ans, on parle de réforme. Autre actualité débattue avec les journalistes, le forum sur la paix et sécurité qui se tient à Dakar début décembre, forum qui découle du sommet de l'Élysée de 2013. Il sera financé par beaucoup de pays. Ce forum, c'est un forum du gouvernement, organisé par le gouvernement, qui recherche lui-même ses financements. Mais le gouvernement est libre de le confier à qui il veut. Nous avons pensé que nous avons un institut qui peut le faire et on l'a confié. Donc il n'y a pas de polémique. Tous les moyens, toutes les ressources, c'est nous qui les avons recherchées à travers le monde. La France met 700 000 € pour le financement. Le Japon, cette année, contribue pour 1 million de dollars. Cette année, 1 million de dollars pour le forum. L'Arabie Saoudite pour 200 000 €. Le Qatar pour 400 000 $. La candidature d'Abdoulaye Bathily à la tête de l'Union africaine s'est aussi invitée dans les débats. Mankeur Ndiaye d'informer qu'une dizaine de ministres va sillonner le continent pour promouvoir la candidature de celui qu'il considère comme ayant le meilleur profil. Remise de véhicules et d'équipements au service du ministère du Travail. C'est pour créer des conditions de mise en place d'une administration de proximité. La cérémonie s'est déroulée au stade Léopold Sédar Senghor. C'est un compte rendu de Philomène Constance Diagne. 13 véhicules 4x4 tout-terrain et un important lot de matériel informatique et bureautique. C'est ce qui compose la dotation faite à l'administration du travail, un don qui devrait contribuer à améliorer les résultats du service public. Je voudrais donc demander aux inspecteurs régionaux du travail de faire bon usage des moyens qui seront mis à leur disposition, d'associer le personnel placé sous leur autorité à la gestion et à l'utilisation de ces moyens et à encore une fois mériter la confiance que les plus hautes autorités ont placée en elles. Nous les exhortons à réussir leur mission en respectant la déontologie administrative, en respectant les règles de fonctionnement de l'administration publique. Ces moyens de transport destinés aux inspecteurs régionaux du travail sont une concrétisation de l'engagement du gouvernement à toujours œuvrer pour une stabilité sociale dans l'administration du travail. C'est l'occasion de vous dire solennellement que ces moyens d'intervention seront davantage renforcés dans le budget de 2017 à travers l'augmentation conséquente des crédits de fonctionnement de la Direction générale du travail et de la sécurité sociale et de toutes les inspections régionales. À cela s'ajoute la prise en charge de la lancinante question de la motivation des agents de l'administration du travail en vue d'accroître leur productivité et leur performance pour un service public de qualité. La balle est alors dans le camp des bénéficiaires qui, mieux outillés, s'engagent à faire bon usage de ces véhicules et à mieux servir leur pays. Pour l'économie, parce que nous devons rendre notre croissance durable. C'est un chemin de fer qui relie, c'est pas seulement le Sénégal, c'est aussi... Dakar-Bamako, qui a été fait d'ailleurs par la France à l'époque, mais qui devait aller jusqu'au Niger. C'était le Dakar-Bamako-Niger. Et en 1922 déjà, il a été fait jusqu'à Bamako, sur 1200 km. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables
90 ans après, de réhabiliter de façon convenable ou de construire un nouveau chemin de fer pour assurer le transport des marchandises. Et donc, ce chemin de fer, moi, je continuerai à le défendre partout. Et s'il faudra, en tout cas, le financer nous-mêmes, évidemment, c'est lourd, nous le ferons, mais nous le ferons. Parce qu'il y va de l'avenir de notre économie. L'évasion fiscale est un autre centre d'intérêt. L'engagement du président Sall contre le phénomène est connu. Le FMI entend l'accompagner dans ce combat. Vous avez raison, c'est une question qui est fondamentale, surtout dans une logique de mobilisation de la ressource locale. Ce que je vous promets en tout cas, c'est qu'on sera attentif ensemble à vérifier, si vous nous le demandiez dans des missions d'assistance technique, et de manière générale en collaboration avec les autres institutions internationales, s'assurer que les problématiques de pays à bas revenus, surtout quand elles ont un cadrage macroéconomique sérieux, respecté et des ambitions de développement, que ces intérêts-là soient pris en compte. L'échange était à la hauteur des attentes. L'intervention du président Macky Sall, brillante, à la grande satisfaction de Christine Lagarde et de ses collaborateurs. Monsieur le Président, vous êtes impressionnant. Hein. Si je peux vous demander de remercier le Président Sall pour sa disponibilité par un baiser. Merci beaucoup. Je le disais en titre, la Chambre de commerce des États-Unis a décerné au président Macky Sall le prix de l'excellence pour son leadership exemplaire au sein de la CEDEAO. La distinction porte aussi sur la promotion des opportunités d'affaires, la libre entreprise au Sénégal et le développement des échanges avec les États-Unis. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Oumar Nying. C'est une vision qui est ainsi sanctionnée. Celle d'un président dont l'ambition pour son pays est sans pareil. C'est aussi la reconnaissance d'un leadership au sein de la CEDEAO. C'est la Chambre de commerce des États-Unis qui décerne ainsi le prix au chef de l'État. Une belle occasion mise à profit pour évoquer l'importance du commerce et des échanges entre le Sénégal et les États-Unis. Depuis 2013, nous avons enregistré une expansion significative des échanges commerciaux et des investissements américains au Sénégal. Ces échanges sont passés de moins de 80 millions de dollars américains en 2014 à plus de 200 millions en 2015, sur une année, avec une augmentation notable de 43% des exportations du Sénégal vers les États-Unis. Bien, mais peut mieux faire. Pour le chef de l'État, les États-Unis et le Sénégal peuvent aller encore plus loin. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a de la place pour le secteur privé américain au Sénégal. Y compris pour le secteur du pétrole et du gaz, dont nous venons de faire d'importantes découvertes, vos entreprises ont les moyens et le savoir-faire nécessaires pour travailler chez nous. So let's talk business. Okay? Avec le PSE, nous avons mis en place des mécanismes de bonne gouvernance des affaires publiques et accéléré la réforme de notre environnement des affaires. Ce qui fait d'ailleurs du Sénégal l'un des meilleurs réformateurs selon le classement Doing Business. Et si vous prenez tous les autres index, que ce soit Standard & Poor's, que ce soit l'index Mo Ibrahim ou bien tous les autres indicateurs, vous verrez la progression et la bonne tenue en matière de gouvernance. Et ça, c'est un des secteurs clés, puisque c'est l'axe 3 du plan Sénégal émergent. Ce qui a expliqué que c'est seulement maintenant que mon pays s'est engagé dans l'ITIE, avec tous les rapports qui sont publiés et le travail transparent qui est fait avec les compagnies. Je pense que Cosmos est là pour en témoigner. Nous nous sommes engagés également avec la mise en place de l'OFNAC, un instrument de lutte contre la corruption, avec aussi les déclarations de patrimoine pour tous les détenteurs de mandats publics gérant des ressources supérieures à 2 millions de dollars par an. Donc tout cela aujourd'hui est une réalité déjà actée au sein du pays.
Un partenariat bénéfique et gagnant-gagnant, c'est l'esprit qui sous-tend le plan Sénégal émergent. Sous ce rapport, le président de la République rassure. L'investissement ne court aucun risque particulier au Sénégal. Je peux le dire avec certitude. Nous sommes un pays stable par la grâce de Dieu et par nos efforts. Un pays démocratique qui, comme vous le savez, n'a jamais connu de coup d'État en Afrique. Nous croyons à la loi du marché et nous respectons la sécurité juridique des affaires. Comme vous le dites si bien ici, business is business. Donc je crois que pour maintenir la dynamique positive de nos relations d'affaires, il est important, et c'est là l'appel que je lance à votre Chambre, il est donc important que les initiatives américaines envers l'Afrique soient maintenues, notamment l'AGOA. Le programme